Eh bien, nous sommes ici avec Fernando Haddad, professeur. C'est un plaisir de vous recevoir ici à l'ICL. Le plaisir est pour moi, Chico. Oui, c'est un moment intense de la vie nationale avec les élections, l'élection présidentielle, les élections des gouverneurs. Vous serez possiblement dans cette course. Mais je veux en savoir plus sur la personne de Fernando Haddad. Comment a commencé votre intérêt pour la vie publique, pour la politique? Allons-y. D'où ça vient? Eh bien, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, facile à vivre. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, mais jamais dans la politique. Mon père pensait à ma place. Mon père, depuis que j'avais 14 ans... C'est une famille libanaise? Mon père l'est? Mon père est libanais. Il était agriculteur au Liban, tu vois. Il travaillait dans les champs, pour être précis. Un lopin de terre pour nourrir la famille et vendre l'excédent afin d'acheter autre chose, tu vois. Fils de prêtre, mon grand-père était prêtre chrétien au Liban. Là-bas, les prêtres peuvent se marier, n'est-ce pas? Oui, là-bas, ils peuvent. C'est même au niveau, n'est-ce pas? Pas patriarche, mais oui, jusqu'à un certain point. Mais mon grand-père a quelque chose de curieux. Il est devenu prêtre, mais après sa mort, il a reçu du patriarche le titre posthume d'archevêque. Mon grand-père est en pratique archevêque de l'Église orthodoxe. Donc c'est quelque chose qui nous honore beaucoup. Et ses restes mortels se trouvent dans la crypte ici de l'église du paradis, cette église orthodoxe. C'est la terre pauliste. Exactement. C'est la terre paulista. Mon père était originaire de la campagne, agriculteur. Et il est venu ici à 24 ans dans les années 40. Il disait que j'avais du talent pour la politique. Mais pour être prêtre, non, n'est-ce pas? Je voulais être ingénieur car j'étais bon en maths et en physique. Sauf que mon père, qui était presque analphabète, a signé un contrat insensé, sans le lire, un peu par confiance. Il y a beaucoup d'Arabes qui font ça, n'est-ce pas? Signer des documents sur parole, sans avocat, il s'est fié à la parole donnée. Il a perdu beaucoup d'argent comme ça, tu vois, des chèques contrats. Et il voulait annuler, il voulait annuler le contrat. Il n'y arrivait pas. Je suis allé faire des études de droit pour trouver un avocat pro bono pour mon père. Imagine ça. Tu veux dire, il a perdu ça parce qu'il était déjà marié, qu'il avait déjà un enfant? Non, non. Lui? Ton père? Non, j'avais 17 ans quand il a signé ce contrat. Je préparais le concours d'entrée à l'université pour devenir polytechnicien. C'était mon rêve. Je vais faire de l'ingénierie parce que je dois faire du droit avant d'aider mon... Alors j'ai dit, bon, je ne vais pas faire d'ingénierie, je vais faire du droit pour aider mon père. Mon père n'y arrive pas, il a besoin d'un accompagnement. Et il a signé en toute confiance. J'ai réussi, je me suis découvert à la fac de droit. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Gugu Freitas et Goffretelli Jr. qui ont trouvé un avocat pro bono pour mon père et ont renversé la situation, n'est-ce pas? Et j'ai commencé à faire du droit et j'ai aimé l'ambiance de la faculté de droit. As-tu été président du centre académique là-bas? J'ai été président de l'association étudiante plus tard et j'ai commencé à m'intéresser aux sciences humaines. Droit, économie, philosophie. J'ai commencé à m'intéresser à ces disciplines. Pendant une période difficile au plus fort de la dictature militaire. Nous étions sous le dernier gouvernement du régime militaire. C'était le gouvernement Figueiredo. Moi, j'ai été à San Francisco de 1981 à 1985 et j'ai été président du 11 de agosto. Et je succède à Eugenio Buch, qui était mon prédécesseur et m'a présenté comme candidat à la présidence de l'association étudiante en 1985. Et là, je suis tombé amoureux de la politique à la faculté de droit. Parce qu'à la faculté de droit, on vit la politique, la fin de la dictature, le mouvement d'Iretasja, l'Assemblée nationale constituante, tout ce qui s'est passé au Brésil après. Démocratie. Tout. On vivait le quotidien de la politique. Parce qu'on voulait vaincre le régime militaire, n'est-ce pas? Ce truc-là qui veut revenir maintenant, n'est-ce pas? Mais notre lutte, c'est pour la liberté, pour la démocratie, n'est-ce pas? Pour l'égalité des chances, pour l'espoir, pour l'émancipation. C'était ça. J'ai toujours été une personne très passionnée par la liberté. J'ai toujours été quelqu'un qui aspire beaucoup à la liberté. Alors, ça m'a passionné, donc je me suis impliqué dans la politique à San Francisco. Mon père pensait que ça arriverait tôt ou tard, mais je n'en avais aucune intention. Je pensais devenir ingénieur et construire des immeubles, tu vois. C'était... C'est curieux parce que, tu sais, ton nom est l'un des plus forts du Parti des travailleurs. Tu es entré là-bas au début, en 1985, n'est-ce pas? Je me suis affilié en 85, mais j'ai commencé à militer au PT en 83, tu vois. Maintenant, le PT est un parti qui émerge, tu vois. Issu des bases syndicales, des ateliers et de l'Église catholique progressiste, de la théologie de la libération. Les communautés ecclésiales de base et... Exactement. Tu as le PT qui naît là. D'où vient Lula? Il vient des ateliers, n'est-ce pas?
et avec peu de connaissances, ou presque aucune connaissance académique. Et il apprend, n'est-ce pas, le savoir livresque. Il l'acquiert en chemin, n'est-ce pas, surtout avec ce lien avec l'Église et tout ça. Maintenant, toi, tu viens d'un autre parcours, tu viens de l'université, n'est-ce pas? À quel moment cela se croise-t-il? Quand cette formation intellectuelle rencontre, n'est-ce pas, le parcours de celui qui vient, qui évolue dans un autre domaine? Je ne sais pas si j'ai été clair, n'est-ce pas? Très clair. Laisse-moi te dire, mon premier vote a eu lieu en 82. Le premier vote de beaucoup de gens a eu lieu en 82, n'est-ce pas? Parce que c'était la première élection directe pour les gouverneurs et les maires des capitales. Ils étaient élus indirectement. C'était la première élection que je couvrais comme journaliste. C'était mon premier vote, c'était en 1982. Alors, Lula était candidat, Montoro a été élu gouverneur. J'ai voté pour Roger Ferreira. En 82, je n'étais pas au PT parce que je voyais en Brizola une personnalité très différente à cause de la relation que j'ai toujours eue avec l'éducation. J'ai toujours été passionné par l'éducation. Je pensais que l'éducation était la voie qui mène à tout. Roger Ferreira, pour ceux qui ne le connaissent pas, était professeur, n'est-ce pas? Et Roger Ferreira était au PDT. Il a été candidat du PDT de Brizola. Le PSB n'existait pas à l'époque, mais il se disait socialiste, dans ce sens d'élargir les opportunités pour tous, tu vois. C'était très l'approche de Brizola, tu vois, de beaucoup parler d'éducation. Et j'étais fasciné par ce discours sur l'éducation. J'ai toujours vu la lecture et les études comme quelque chose de très sérieux, à cause de ma mère. Ma mère était institutrice. Il parlait de son père, pas de sa mère. Ma mère était institutrice. Libanaise aussi. Fille de Libanais. Mon grand-père maternel est aussi né au Liban. Et elle était très attachée à cause de l'école normale. Elle pensait que l'éducation était la clé de tout. Elle m'a toujours beaucoup encouragé à étudier. Beaucoup. Mon père savait à peine lire, car il venait du Liban. Il lisait à peine. Mon père est allé à l'école. Il n'a jamais été sur les bancs de l'école. Ma mère, non. Elle est allée au lycée, puis à l'école normale. Elle disait « Fernando ». Elle savait que j'aimais étudier. J'ai 2 sœurs, une aînée et une cadette. À la maison, il n'y avait pas de livres, même si ma mère était professeure. Quand une encyclopédie arrivait, je la lisais, pensant qu'en la terminant, je saurais tout. J'ai eu un ami qui lisait l'encyclopédie Barça en entier, et il lisait le dictionnaire. Et oui, il est perdu. Moi, gamin, comme ça, quand je me souviens, quand j'ouvrais une encyclopédie, je me disais « Mais Seigneur, la première encyclopédie qui est entrée à la maison, c'était la Delta Junior. Il y avait 12 volumes, je me souviens. Je me disais « Est-ce que si je lis tout ça, je vais tout savoir ?» J'avais l'illusion, à 10 ans, que j'allais tout savoir, tu vois, et je restais à lire ce truc. Donc, cette passion pour les livres a toujours existé chez moi. J'aimais surtout les maths et la physique, c'est pourquoi je voulais être ingénieur. Ma mère m'a toujours soutenu, donc j'ai voté pour Roger Ferreira. Je voulais que l'éducation soit... Et j'ai fini par devenir ministre de l'Éducation plus tard. Mais à cette époque, j'ai voté à cause de Roger et à cause de Brizola. J'ai voté en 82. Je n'ai pas voté pour Lula en 82. Il m'en a même reparlé l'autre jour. tu as voté pour Brizola, tu n'as pas voté pour moi. Tu as voté pour Roger Ferreira, tu n'as pas voté pour moi. Pour Roger Ferreira, mais En 83, pour le poste de gouverneur de São Paulo. pour le poste de gouverneur, C'était la première élection de Lula à un poste exécutif. En 83, Eugenio Butti, journaliste que tu connais bien, oui, il a déjà été assis ici sur cette chaise. il a lancé un livre à la faculté de droit qui s'appelait De Pravida. Regarde, c'était le D du New York Times. Ce D-là Utilisé. et le Pravda du journal Pravda. Quand on associait les deux mots, le D et le Pravida, c'était une critique du monde bipolaire, de la guerre froide, de l'escalade nucléaire. Celui du New York Times et du Pravda, alors. C'était une critique pleine d'humour envers les deux grandes puissances. En fait, je n'avais de préférence ni pour l'une, ni pour l'autre. Ni pour le capitalisme agressif, ni pour ce socialisme bureaucratique. N'est-ce pas, Cicido? Et j'ai dit, je vais me lancer là-dedans. Parce que c'était un parti progressiste, un camp progressiste, mais avec de l'humour, pas austère, libertaire. C'était un certain type, tu vois, qu'il défendait, et j'ai suivi Eugenio. C'était en 83, nous avons élu Eugenio, en 83, président du 11, Je me suis impliqué dans l'association étudiante. pour l'association étudiante. Les gens ne savent pas bien ce qu'est le 11 août. Oui, de l'association étudiante 11 août. À la faculté de droit. En 84, j'ai été une sorte de directeur officieux de l'équipe d'Eugenio. Et là, il m'a connu, il m'a apprécié. Il a dit, je vais lancer ce gars comme mon successeur. N'est-ce pas? Il m'a proposé comme successeur et j'ai été élu président. Alors, de 83 à 85, j'ai commencé à militer au PT à cause d'Eugenio. C'est Eugenio qui m'a emmené au PT. Et ensuite, j'ai connu, n'est-ce pas, de grandes personnalités du PT.
surtout dans le domaine intellectuel. Donc, ici, nous parlons de grandes personnalités du PT, n'est-ce pas? Prenez Fabio Comparato, Dalmo Dallari, prenez Antonio Câmara, Antônio Cândido. vous prenez Louis Du. Vous aviez de grandes personnalités du monde académique, qui n'étaient pas des syndicalistes, c'étaient de grands professeurs. Marilena Chaoui, Paulo Singer. Des gens de l'université, pas de l'usine, mais qui trouvent dans ce mouvement ouvrier la concrétisation de la pensée. Exactement. Donc, en plus des communautés ecclésiales de base et des syndicats, c'était quelque chose de très répandu. Il est venu quelque chose de plus élitiste, mais dans le bon sens du terme. Parce que c'était une élite intellectuelle, progressiste. Ces gens-là ont aussi une très grande contribution. Quand tu parles de Marilena Chaoui, Paulo Singer ou Dalmo, et ces personnes ont été mes professeurs. Parce qu'après le droit, j'ai fait un master en économie. Et j'ai fait un doctorat en philosophie. Donc j'ai circulé. Tu es du droit. De l'économie et de la philosophie. C'est ça. Donc j'ai beaucoup circulé à l'université. Et là où je circulais, il y avait de grands noms. Des hommes et des femmes. Avec une grande notoriété, n'est-ce pas, dans la bibliographie qui était produite. De haute qualité. Le Brésil produit de grands intellectuels. Une grande vie intellectuelle. Alors, l'engagement politique s'est ajouté à la lecture et à l'étude. Le militantisme avec le fait de se plonger dans les livres, de comprendre ce qui se passe, tout ça. Une chose s'est ajoutée à l'autre, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai suivi une carrière académique et suis devenu professeur à l'université au département de sciences politiques. Pourquoi ce choix? Je pouvais parler de droit, d'économie et de philosophie, mais pas de sciences politiques. C'est un département qui laisse de la place. Pour tout ça. Tout passe par là, n'est-ce pas? Et là, c'était une invitation que... En fait, ce n'était pas une invitation, c'était une suggestion que j'ai reçue d'un professeur de sciences politiques qui s'appelle André Singer. Justement, le fils de Paulo Singer. Journaliste et aujourd'hui professeur titulaire du département, il m'a dit « Haddad, tu devrais faire de la politique. » Parce que ces connaissances que tu as accumulées dans ces trois domaines débouchent ici. Ici, tu pourras étudier ce que tu veux de ces trois domaines. Parce qu'il y a une interface, n'est-ce pas, avec le droit, avec l'économie, avec la philosophie. C'est alors que je suis devenu professeur à l'USP. Déjà affilié au PT, n'est-ce pas, mais sans militantisme partisan. J'avais seulement cette forme d'engagement intellectuel avec le PT, tu vois. Après avoir quitté la politique étudiante, j'ai fait carrière dans le milieu universitaire. Mais à ce moment-là, il aurait été plus naturel pour vous de vous orienter vers ce projet. Supposons, n'est-ce pas, je ne parle pas exactement du PSDB, mais d'un projet social-démocrate. Plutôt qu'un projet du PT, disons-le ainsi, plus à gauche. Tu sais, on plaisante toujours en disant que je suis le petista le plus toucano, n'est-ce pas? Les gens rigolent avec ça. Mais en fait, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont été. Que le PSDB avait de très bons membres. Alors? Bien sûr, après, il a perdu sa voix. Non. Exactement. J'ai toujours eu de grands amis au PSDB. J'ai toujours eu du respect pour Covas, Fernando Henrique et Serra. Je les ai toujours considérés comme des gens sérieux. Des gens qui voulaient construire le pays. Sauf que je ne voyais pas cela dans le projet. Après la chute du mur de Berlin, après la débâcle de l'Union soviétique, après la crise de la social-démocratie européenne, le PSDB a changé de cap, optant pour une voie plus libérale sans quitter la social-démocratie. Plus néolibérale, si tu veux. Et ensuite, on est presque à l'extrême droite, non? Actuellement. Une partie du PSDB, malheureusement, n'est-ce pas? Je vois le PSDB s'associer avec le Centran. En s'associant avec Bolsonaro, Tarcísio, Zema, tout ce beau monde, je reste perplexe, n'est-ce pas? Parce qu'imaginez-vous ce que ce groupe, les pères fondateurs du PSDB, penseraient de ce qui se passe avec ce qu'il reste du PSDB aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le PSDB a migré vers le PSB. Si vous regardez où est le président Raúl Alckmin, où est Alckmin? Aujourd'hui, par coïncidence, l'adhésion d'Aloysio Nunes, n'est-ce pas? Et plusieurs membres du PSDB, plusieurs Tucanos me soutiennent ici à São Paulo. Je dis ça parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et surtout les personnes les plus riches. Je ne parle même pas de l'élite. Parce qu'être riche ne veut pas dire qu'on fait partie de l'élite. Parfois, l'élite, c'est le contraire, n'est-ce pas? C'est le contraire, n'est-ce pas? Mais les plus riches, prenons par exemple São Paulo même, n'est-ce pas? En province, le PT leur fait horreur. D'abord, il y a des préjugés de classe, des préjugés de je ne sais quoi. Contre le Nord-Est, contre le président Lula, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de préjugés. Et contre le PT, parce que le PT représente le danger du communisme. Encore aujourd'hui, ils ont cette idée sans savoir de quoi ils parlent.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Quel est ton défi pour dire « je ne me reconnais pas dans cette idée » ? D'abord, tu sais, j'ai un parcours, tu vois, où je ne faisais que tourner la dernière vis. J'étais professeur à l'USP, j'avais déjà écrit quelques livres, tu vois. Et Juan Sayad a été invité par Marta Suplicy, élue maire en 2000, pour devenir son secrétaire aux finances. Juan Sayad, pour ceux qui ne le connaissent pas, avait été ministre du gouvernement du Plan. Ministre du Plan, invité par Tancredo et maintenu par Sarney, en raison du décès de Tancredo, il a pris la présidence et a gardé le ministère que Sarney avait constitué. Et Juan Sayad était le ministre du Plan de Tancredo, qui est resté dans le gouvernement de Sarney pendant 2 ans, si je ne me trompe pas, puis il a été invité à devenir secrétaire aux finances. Le premier poste public m'a été offert par Juan Sayad, ce n'était pas par le PT. Celui qui m'a invité à devenir sous-secrétaire aux finances dans l'administration de Marta, c'était Sayad. Donc je suis entré dans la vie publique, au sens strict. Au secrétariat de Sayad. De là, je suis resté 2 ans là-bas, puis je suis allé travailler avec Guido au ministère de la Planification pendant quelques mois, très peu de mois. Tarso Genro m'invite à devenir secrétaire exécutif. Et lorsqu'il quitte le ministère, je prends la tête du ministère de l'Éducation et j'y reste 7 ans en tant que ministre. Lula 1, Lula 2 et Dilma 1. Ce fut un moment fort pour le ministère de l'Éducation, avec des avancées, une démocratisation grâce au Pruni. Non, tout là-bas était une foule de programmes, n'est-ce pas? Le Fundeb est né là, le Pruni est né là. Le CISU est né là, le nouvel ENEM est né là, l'expansion des universités fédérales, les instituts fédéraux, si tu veux des sigles, il y en a 40. L'éducation est l'avenue principale pour que je puisse atteindre le développement du pays. Regarde. Mon gars, aujourd'hui, je suis venu heureux. En venant ici, je suis tombé sur la nouvelle suivante. Le programme P de May a réduit de 40% l'abandon scolaire au lycée. Tu sais ce que c'est, cette nouvelle ? C'est-à-dire, les jeunes vont à l'école pour recevoir une aide. Là, tu leur donnes une aide minimale aux élèves. Tu apportes une aide minimale aux garçons. Le garçon a 15 ans et reste à l'école. Ceux qui étaient en train de partir. C'est-à-dire, ils partaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester. Alors, regarde le miracle. Avec peu d'argent, le miracle qui s'est produit. On a réduit de 40% l'abandon scolaire en première année du lycée, qui est là où l'abandon est le plus fort, n'est-ce pas? La première année du lycée. La jeunesse répond présente. Tout cela a été organisé au ministère des Finances et de l'Éducation. N'est-ce pas? J'ai appelé Camilo Santana, nous avons préparé ensemble ce projet bien ficelé. Mon gars, jusqu'à aujourd'hui, il est professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Il a été contacté par mon secrétaire, Marcos Pinto, pour réaliser les études sur l'impact du P de Meia sur l'abandon scolaire. Il s'appelle, si je ne me trompe pas, Vitor Pereira. Vitor Azevedo Pereira. Je tiens à dire son nom parce que les gens doivent savoir qu'il y a des personnes sérieuses dans ce pays qui font de la recherche. Et il a terminé l'étude avant même que le P de Meia n'existe. Il a dit, regardez, ce programme va avoir un impact de 33 sur l'abandon scolaire. L'abandon a diminué de 33. Je le sais car j'ai appelé Marcos Pinto en venant pour qu'il me rappelle le chiffre. Il a dit, non, c'était 33% et c'est tombé à 40%. C'est tombé 7 de plus que ce qui était prévu par l'étude académique qui a servi de base au P de Meia. J'ai cherché Camilo avec cette étude. J'ai dit, bon, faisons affaire. Présenté au président Lula, que vous connaissez, il a dit, c'est pour tout de suite ces trucs de Lula, non? Il faut le faire. Imaginez, vous présentez un projet qui réduit les coûts, l'évasion baisse de 33% et maintenant nous récoltons les fruits avec une baisse de 40%. Alors, l'éducation, mon cher, si tu n'éduques pas les gens, ça ne sert à rien. Ça ne commence pas par toi. Pour que tu prennes soin de ta santé, tu dois être éduqué. Aujourd'hui, pour prendre soin de ta santé et de ton corps, il faut savoir comment il fonctionne, ce qui est bon ou mauvais. Si tu n'as pas cette connaissance, tu seras englouti, tu seras avalé par ce monde numérique fou, ce monde de la technologie. Ce n'est pas que l'éducation soit une panacée. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais sans elle, tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas comment entamer une conversation. Il y a des gens... Rappelons-nous que l'Allemagne, avant Hitler, était le pays le plus cultivé du monde. L'éducation ne résoudra pas tout, car il y a la politique. Que feras-tu de l'éducation? Tu dois le savoir. Donc, ce n'est pas n'importe quelle éducation, n'est-ce pas? C'est une éducation qui doit être donnée pour permettre à l'individu, n'est-ce pas? Des conditions pour qu'il se développe pleinement dans le respect de soi et d'autrui. Mais sans éducation, vous n'avez pas... Donc, quel est le pays qui a une chance dans le monde sans éduquer? Quel est le pays développé qui a une population mal éduquée, mal formée, sans accès à l'éducation formelle, à l'université?
L'autre jour, j'ai vu Tarso dire que le diplôme n'est pas si important, mais 60% Comment pouvez-vous penser à l'éducation? 60% de la main-d'œuvre en Corée a fait des études supérieures. Cela ne veut pas dire que vous allez, ces pays-là, Surnommés alors les tigres asiatiques, ont prospéré grâce à de forts investissements dans l'éducation. ça a commencé avec le Japon. Le Japon? L'Allemagne a déjà connu une révolution profonde à l'époque de Bismarck, n'est-ce pas? Ensuite, il y a eu le Japon, il y a eu les tigres asiatiques et aujourd'hui, il y a la Chine. Pourquoi est-ce qu'au Brésil, ça a tant de mal à prendre? Nous avons commencé un grand changement, n'est-ce pas? Je pense que l'histoire, parce qu'il y a tant de préjugés contre Lula, est restée bouche bée devant la quantité. Mais aussi, Il y avait des préjugés contre Brizola avant. Voilà. Aussi. c'est vrai, Et il y avait Darcy Ribeiro. qui pensait à l'éducation. La grande vérité, c'est que l'éducation est devenue un véritable enjeu au Brésil au XXIe siècle. Au XXIe siècle, ce n'était pas une priorité. Ce n'était pas une priorité. Alors, elle a commencé à attirer l'attention de l'État. Si vous comparez, l'éducation brésilienne va bien. Comparativement à ce que nous étions, il n'y a aucun doute. Quand j'ai pris la tête du ministère de l'Éducation, 8% de la main-d'œuvre avait un diplôme universitaire. Aujourd'hui, c'est 24%. Nous avons triplé la main-d'œuvre diplômée du supérieur, mais restons loin des 60% de la Corée. Mais tu vois, le Brésil, il a obtenu son indépendance tardivement. Il a aboli l'esclavage tardivement. Il prend du retard. Il a pris du retard. Il prend du retard dans la création de la première université. Nous ne sommes pas les derniers en Amérique latine. Nous sommes les derniers à avoir créé la première université. Nous l'avons créée au XXe siècle. Tu sais quand le Pérou, l'Argentine et le Mexique ont créé leur première université? Au XVIe siècle. 300 ans avant le Brésil, 16e siècle. 4 ans plus tôt, ils créaient déjà une université. Nous, ce n'est qu'au XXe siècle que nous avons fondé la nôtre. Le Brésil a donc cette particularité. L'avantage du Brésil, c'est que lorsqu'il décide d'agir, il le fait. Le problème, c'est de faire en sorte que le pays décide d'agir. Parce que ces gens riches veulent seulement éduquer leurs propres enfants. Non, ils ne se préoccupent pas de l'éducation du pays. Ils se préoccupent de ses propres intérêts. Et c'est tout. Met-il ses enfants dans le privé ou les envoie-t-il à l'étranger? Il les envoyait à l'étranger, car il n'y avait pas d'université ici. Les gens allaient alors à Coimbra pour étudier le droit. Ils partaient à l'étranger. Cette histoire de Lula, le président Lula a doublé le nombre de places dans les universités fédérales pendant ses mandats. En 8 ans, il a accompli ce que le pays avait mis 500 ans à réaliser. Il a fait en 8 ans pareil. Il a doublé les places dans les universités publiques fédérales. Là, tu dis, non, il a juste bricolé. Non, il a investi dans les campus universitaires. Dans 126 nouvelles villes qui n'avaient jamais obtenu de place dans l'enseignement supérieur public. Alors, nous parlons d'un gars qui s'est battu pour l'éducation. Le pari que j'ai fait là-bas sur Roger Ferreira, sur Brizola en 82, s'est réalisé avec Lula en 2002. En 2005, j'ai pris la tête du ministère. Et je n'avais pas de restrictions budgétaires, Chico. Mais maintenant, c'est curieux. Lula a dit. Tu vas faire ce que tu peux faire. Tu ne vas pas demander « il y a de l'argent ». Tu vas répondre si tu vas réussir à livrer ce que tu es en train de me promettre d'ici 2010. C'est-à-dire, j'étais ministre de l'Éducation, mais je savais qu'il y avait des restrictions budgétaires, des restrictions d'argent pour faire les choses. Mais ensuite, j'ai aussi été ministre des Finances pour aider à faire avancer tout ça, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des postes stratégiques. Et en tant que ministre des Finances, nous avons rétabli le budget minimum pour l'éducation et la santé que le plafond des dépenses de Temer avait gelé. Pour te donner une idée, nous avons ajouté, en plus de l'inflation, 43% de ressources supplémentaires à l'éducation et 60% de ressources supplémentaires à la santé au-dessus de l'inflation. Pourquoi avons-nous fait cela? Car nous avons rétabli le budget minimum pour la santé et l'éducation. Et évidemment, la santé qui était appauvrie, surtout pendant la pandémie, retard de consultation, d'examen, de chirurgie, tout était accumulé, n'est-ce pas? Nous avons ajouté 60% de ressources en plus, ajustées à l'inflation, dans la santé en 4 ans. C'est ce gouvernement, c'est le gouvernement progressiste, tu comprends? C'est un gouvernement qui est en train de reconstruire l'État après le désastre qui s'est produit. Il y a 2 types de visions plus radicalisées de tout cela, n'est-ce pas? Je pense que la gauche, une gauche plus radicale, pense que tout cela est une combine avec les élites, que la solution, c'est la lutte radicale, armée, pour renverser quelque chose qui n'existe plus, avec peu d'expérience, n'est-ce pas? Et il y a le groupe qui a peur de ça, qui dit « le PT, c'est le communisme, le PAD, au fond, est un dangereux marxiste rouge ». N'est-ce pas? Pendant que l'autre côté dit « non, il négocie trop », n'est-ce pas? D'accord? Quand le Brésil va-t-il dépasser cela? Regarde.
Allons-y. Parce que nous vivons une situation paradoxale. Laisse-moi te donner quelques exemples. Depuis les années 90, il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les dividendes au Brésil. Je voulais aborder ce sujet, la question de l'État, n'est-ce pas, depuis 1990. Depuis le gouvernement Fernando Henrique, il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les dividendes. Nous avons traversé 4 gouvernements et nous n'avons pas abordé ce sujet. Le ministre des Finances a dit « Je vais m'occuper de ça ». Pour garantir l'exonération des travailleurs jusqu'à 5 000, je dois faire payer quelqu'un qui ne paie pas. Qui va payer ? J'ai dit, qui va payer ? Ceux qui reçoivent plus d'1 million de réels de dividendes par an paieront. Ceux qui possèdent des fonds offshore dans les paradis fiscaux ou des fonds familiaux jusque-là non imposés vont désormais payer. Les plateformes de paris en ligne sont restées 4 ans sans payer d'impôts. C'est absurde. Ils vont commencer à payer et à constituer un fonds qui a permis de financer la santé et l'éducation que je viens de mentionner. Et exonérer le travailleur de l'impôt sur le revenu jusqu'à 5 000 et rétablir la politique de valorisation du salaire minimum qui est restée gelée pendant 7 ans. Ce n'est pas le communisme, rien de ce que la personne pense, et ce n'est pas non plus le néolibéralisme. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une tentative de faire justice sociale. Vous, Donc, je ne prends rien à personne. Je ne touche aux droits de personne. Maintenant, je parle du revenu de la personne. Je dis, eh bien, vous voyez, le travailleur paie 27,5% d'impôt sur le revenu. Tu ne veux pas payer 10? Pourquoi? Qu'est-ce qui est mieux? C'est quoi? Tout le monde doit contribuer équitablement. Et que dit la droite? Haddad invente des impôts. Non, je n'en crée pas, je fais juste payer. qu'est-ce qu'ils veulent, cette droite? Non. C'est comme ils veulent. Les néolibéraux veulent un État minimal. Pour ceux qui perdent des impôts, l'État minimal reste un grand État, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi ne parlent-ils pas d'État minimal quand ils accordent des exonérations fiscales aux entrepreneurs? Pourquoi ne parlent-ils pas d'État minimal? Parce que c'est ça. Ils ne parlent pas d'État minimal quand les gens de l'agro, par exemple, reçoivent le plano Safra. Quand? Tout. Le plano Safra n'est pas un État minimal. Ils soutiennent le plano Safra car c'est une subvention, un crédit subventionné du budget général de l'Union. Ils applaudissent. Mais quand tu veux faire quelque chose pour le travailleur, hop, dépensier, à quoi tu penses? Donc c'est une affaire très paradoxale. Maintenant, tout ce que nous avons approuvé, tout ce dont j'ai parlé, a été approuvé par le Congrès national, qui est conservateur à 80%. Pourquoi le Congrès a-t-il approuvé? Il est conservateur à 80%, et tous ces partis-là qui parlent, qui disent que moi, ceci ou cela, ont voté avec moi. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas régler un problème fiscal au Brésil sans passer par le Congrès. Alors le parti de Tarcísio, le parti de Kassab, le parti de Temer ont voté ces projets pour faire payer ceux qui ne paient pas. Et maintenant, ils disent que c'est ma faute. Ce n'est pas ma faute, non. La responsabilité m'appartient. Parce que j'ai dit, je vais toucher aux privilèges pour favoriser le travailleur. Ce n'est pas pour augmenter l'État, parce que je n'augmente pas l'État. Pour qu'il y ait un minimum de justice là-dedans, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait un minimum de justice. Maintenant, comment amener cette réflexion à ces riches de l'intérieur, par exemple de São Paulo? Eux, Chico, Comment montrer à ces gens que c'est bon pour tout le monde et pour eux aussi? prends l'histoire du Brésil que tu connais bien, non? Tous ceux qui ont essayé de faire quelque chose pour que ce pays devienne grand ont suscité la peur chez les gens au lieu de susciter l'admiration. Au lieu de susciter l'admiration, mince, il y a des gars qui veulent faire avancer les choses. N'est-ce pas? Faisons en sorte que le Brésil devienne grand, pas les États-Unis. Restons le Brésil. Faisons en sorte que le Brésil devienne grand. Tous ceux qui ont dit « faisons en sorte que le Brésil devienne grand » ont suscité tellement de crainte qu'on en est arrivé à ce que l'un se suicide, un autre soit exilé, un autre soit emprisonné, et ainsi de suite, un autre soit humilié, destitué. Tous ceux qui ont pensé à rendre ce pays grand pour une raison ou une autre sont devenus une menace pour ces gens-là. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils perdent avec ça, parce que c'est une mentalité extractiviste. On va prendre tout ce qu'on peut d'ici et l'envoyer à l'extérieur. C'est une logique extractiviste. Et ils ne se rendent pas compte que nous avons l'opportunité de devenir une grande nation. Ils voient cela comme une menace. Pour leurs privilèges, vous allez ainsi transformer un privilège actuel en droit. Si vous organisez la société, les gens auront accès à ce qui leur revient de droit, et non à un privilège. Si c'est accordé, c'est à quelqu'un d'en bas, pas à quelqu'un d'en haut, n'est-ce pas? Vous allez accorder, mais c'est comme ça, c'est la mentalité de beaucoup, vraiment beaucoup de gens. Vous voyez comment ils vont chercher des personnes médiocres pour les représenter. C'est incroyable. Ils ont tellement de temps pour choisir quelqu'un, pour affronter Lula, et ils choisissent Flavio Bolsonaro. Je veux dire, comment expliquez-vous que ces gens ont de l'argent? Ils ont des cadres? Ils ont du temps. Ces gens-là ont du temps.
ils ont tout, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont 4 ans pour choisir quelqu'un. D'ailleurs, depuis 2022, ils ont du temps. 24 ans à essayer de trouver quelqu'un contre Lula. Ils n'arrivent pas à trouver une personne contre Lula. Et maintenant, c'est Flavio. Eh bien, il y a déjà eu Alckmin, d'accord. Fernando Henrique, d'accord. Il y a aussi eu... Serra. Maintenant, regarde la débâcle, hein? Regarde où ils sont arrivés. Où sont-ils arrivés? Ils en sont arrivés à défendre un gamin perdu qui n'a fait que des bêtises toute sa vie, qui ne s'est attiré que des ennuis. Jamais il ne s'est consacré à rien de sérieux. Oui, il a géré le bureau, c'est la seule chose qu'il ait gérée, pour son propre bénéfice. C'est ce type-là qu'on va mettre au plus haut poste du pays? C'est incroyable ce manque de... Maintenant, je pense que ce n'est même plus un manque de bon sens, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'est même plus un manque de bon sens. São Paulo. Non, São Paulo a un grand gestionnaire. Il s'est créé cette image, n'est-ce pas? Le gouverneur est un grand gestionnaire. C'est un homme qui ne vient même pas de... Il va parler ce langage. Il ne vient même pas des communistes, n'est-ce pas? Il ne vient pas de là, mais c'est un gestionnaire. C'est un gars qui sait, n'est-ce pas? Écoutez, je regrette de dire que nous trompons la population avec ça. Je regrette de le dire, parce que lorsque j'ai quitté le ministère des Finances pour venir ici, je ne m'étais pas penché sur les chiffres. Moi, en 90 jours, j'ai fait une radiographie de l'État que la presse n'a pas faite en 3 jours. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas ainsi. Je vais m'aider, d'accord? La gouverneure Chico... Le ministère des Finances est très prenant. On n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit, n'est-ce pas? Il n'y en a pas? Juste là, hein? 5 gros problèmes par jour, je ne plaisante pas. Allez à mon bureau, 5 problèmes par jour. C'est une loi, c'est un projet explosif au Congrès, c'est un jugement au STJ, à la Cour suprême. Lula a demandé de résoudre ce problème, c'est ainsi. Discussion difficile avec le personnel de Faria Lima. Leçon du Congrès. Combien de fois je suis allé aux résidences officielles des présidents de la Chambre et du Sénat? Combien de réunions et de parlementaires reçus? Nous avons approuvé près de 80 projets de loi, 2 amendements constitutionnels. C'est très prenant. Et ce n'est pas le pire travail du monde, à mon avis. C'est le meilleur, car en 3 ans, vous apprendrez là ce que l'université ne vous enseignera pas. Parce que là, c'est la vie au quotidien, c'est l'impulsion, le pays vibre toute la journée, c'est l'agro, c'est l'industrie, c'est le secteur, putain. Il y a eu un moment, dans ce ministère des Finances, où tu t'es dit, là, je n'en peux presque plus. Non. Regarde là-bas. La chose qui parfois m'agaçait, c'était parfois des trucs internes au gouvernement. Tu sais, un truc comme ça, mais bon, voilà, je ne me suis jamais inquiété. J'ai toujours pensé que le Congrès allait nous accompagner, que le marché finirait par céder et que les choses allaient avancer, tu vois? Et elles ont avancé, tu comprends? De nombreuses réalisations existent et le temps le montrera davantage, selon moi. De plus en plus, le bilan qui a été fait de ma gestion par des tiers qui a été publié est déjà un bilan positif. Mais je pense que cela deviendra encore plus positif avec le temps. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Après tout ce qui a été fait, prenez l'agro. Comment l'agro peut-il se plaindre de 3 plans Safra records d'affilée réalisés par le ministère des Finances? Donc, Tarcísio a une réputation due au manque de contrôle. Il n'y a pas eu de contrôle sur son gouvernement, tu sais? Si on regarde comment la Sabesp a été privatisée, ce serait déjà ensuite son passage au ministère des Transports. Renan Filho, qui est le ministre de Lula, a fait 3 fois plus que lui. Alors la réponse, c'est non. Mais il a aussi fait d'autres concessions ferroviaires qui ont dû être refaites à la demande du tribunal des comptes de l'Union. Puis, tu examines ce flux libre et la mise en place des péages automatiques, puis l'enseignement public de l'État. Demande à une professeure de venir expliquer ce qui se passe dans l'école publique de l'État, puis observe la sécurité. Alors, je veux dire, tu viens d'où? Regarde, mélanger éducation et sécurité, non? L'idée qui reste dans la tête de beaucoup, c'est l'école civico-militaire, non? Mets des militaires dans l'école, ça a déjà fonctionné, ça? Donne un exemple dans le monde où ça a fonctionné. En général, quand tu es à la traîne, tu regardes ceux qui réussissent, non? Tu veux apprendre le basket. Tu vas regarder la NBA pour apprendre, non? Alors, avec qui il apprend ça? Avec qui? D'où vient cette idée? De la tête de quel pédagogue, philosophe, penseur, éducateur, ce que tu veux? D'où ça vient? Ça vient de Bolsonaro? Peut-être celui qui déséduque le plus sur Terre. On ne comprend pas l'origine de ces choses. Et comment il y a? Ainsi, on va faire l'école civico-militaire. Je comprends un père et une mère qui disent « Punaise, c'est une initiative, qui sait si ça va marcher ?» Mais comment se fait-il qu'aucun éditorial de journal ne critique ce qui se passe? Aucun éditorial de journal ne traite des finances de São Paulo. Comme avant, aucun journal n'a publié d'éditorial sur les embauches de Tarcísio.
Il a annulé un programme appelé Murala Paulista, qui était le chouchou de la sécurité publique. Il a annulé tout le programme à cause d'une dénonciation d'un député régional du... Quel était ce programme? Ça s'appelait Murala Paulista. Tout a été annulé. Il était tellement mal conçu. Tout a été fait sans appel d'offres. Chez Prodesp, un vrai chaos. Tout a été annulé. Il n'y a rien du tout. Comment transmettre cela, cette clarté sur ces problèmes, à l'ensemble de la population de l'État de São Paulo? Je participe à beaucoup d'entretiens. Moi, mes réseaux sociaux sont très actifs. Qu'est-ce que j'ai de disponible maintenant? Et le dialogue direct avec les dirigeants? Non, mais la direction le sait déjà. Les gens sont très indignés. Non, je parle des dirigeants non politiques. Je parle surtout des dirigeants, des plus riches de l'intérieur. Du groupe de Faria Lima, comment on fait? Alors, il y a 2 étapes, n'est-ce pas? La première, c'est les gens de l'agro. Je veux garder l'esprit ouvert pour entendre les faits. Les gens ne sont pas toujours prêts à écouter. Non, tu diras, je ne te crois pas. Cherche l'info. Pas besoin de me croire. Les infos sont là. Cherche l'information. La deuxième, c'est de faire en sorte que la personne cherche une alternative. Ce sont 2 moments différents. La déception envers le gouvernement grandit, poussant à chercher une alternative. Ce qui, dans le cas d'un candidat du PT, est une bataille à gagner. qu'il y a des préjugés. Qu'il y a des préjugés en province. Il y a des préjugés en province. Il n'y a pas de préjugés contre le PT dans la région métropolitaine. Martha a déjà été élue. Erundino a déjà été élu. J'ai été élu. J'ai gagné l'élection dans la région métropolitaine en 2022. Donc il n'y en a pas? Oui, ce sont des choses étranges à comprendre. Comment est-ce que c'est, la capitale, São Paulo? C'est plus que la capitale, c'est la région métropolitaine. C'est déjà métropolitain, c'est plus que la région métropolitaine. Comment la capitale a-t-elle élu, par exemple, à un certain moment, une femme du nord-est du PT, Luisa Erundina, que nous avons interviewée ici? J'ai demandé comment cela a-t-il été fait. Quelle ingénierie a permis à la population de la ville de São Paulo de comprendre que cette femme pouvait être une solution? N'est-ce pas? Et d'autres fois au PT. Pourquoi cette façon de penser est-elle si forte dans la capitale, au point d'en arriver là, mais n'atteint-elle pas la province avec la même force? Écoute, il y a toutes sortes d'explications, n'est-ce pas? Dans les grandes agglomérations urbaines, d'abord, l'information circule beaucoup plus. Il est plus difficile de contenir l'information, n'est-ce pas? Elle circule beaucoup plus. Oui, c'est normal partout dans le monde. Imagine, prenez New York. Ils ont élu un musulman socialiste et ils gouvernent la ville, tout se passe bien, donc. Ce n'est pas quelque chose que l'on dirait courant, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et à New York, cela arrive. Donc New York accorde le vote de confiance pour une personne authentique qui a ses valeurs, qui a ses principes et qui a reçu le mandat de maire du démonstrateur. Et il n'avait certainement pas le soutien, n'est-ce pas, des grandes entreprises technologiques, des grands réseaux technologiques. Bien sûr qu'il en avait. Il a affronté tout le monde et il a gagné. Donc, dans ces grandes agglomérations, ces phénomènes d'éveil à la nouveauté sont plus courants dans le monde. Ce n'est pas seulement ici, au Brésil, dans le monde entier. Cela arrive très fréquemment. Et parfois, l'information arrive et il y a toutes les couches intermédiaires qui ne fonctionnent pas mieux. Les filtres fonctionnent mieux à petite échelle qu'à grande échelle. Nul ne contrôle la vie d'autrui. C'est pour ça que les gens affluent, n'est-ce pas, vers les grandes métropoles, souvent à la recherche de plus de liberté, parce qu'ils se sentent plus anonymes, plus libres de penser, de faire, de profiter à leur manière. Il y a plus de possibilités de se développer. Il y a plus de chemins, il y a plus d'interactions, n'est-ce pas? Mais enfin, aujourd'hui, vous avez, je vais donner un exemple. J'ai créé l'Institut fédéral de São Paulo. N'est-ce pas? Cet institut compte aujourd'hui 42 unités en fonctionnement dans l'État. Nous terminerons l'année avec 57 unités en fonctionnement. Communauté de 100 000 personnes, presque toutes à l'intérieur des terres. Tout cela à l'intérieur des terres. Donc, de nouveaux vents arrivent, n'est-ce pas? À l'intérieur des terres, cela change aussi un peu l'environnement, cela brise les résistances. Donc, c'est une activité politique, c'est ça, n'est-ce pas? C'est vous qui brisez les résistances et montrez qu'il existe des alternatives qui ne mettent pas en danger ce que vous avez de plus précieux dans la vie. Elles ne le mettent pas. Au contraire, de nouvelles possibilités concrètes s'ouvrent, élargissant votre horizon. Vous ne perdrez rien de ce que vous avez. Au contraire, cela élargira vos horizons de développement. Et quelle est l'importance de São Paulo dans cette transformation du Brésil? Chico, São Paulo est en retard depuis un moment.
L'État de São Paulo a connu une croissance d'environ 0,5 l'année dernière, contre 2,3 pour le Brésil, ce que je trouvais déjà peu. Et le Nord-Est? Le Nord-Est connaît une croissance supérieure à la moyenne nationale. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous, São Paulo, cesse d'être un exemple de politique publique. Il cesse d'être une vitrine. N'est-ce pas? Nous avons eu ici, beaucoup de choses faites à São Paulo étaient une vitrine, parce qu'il y avait de l'innovation. Et parfois même le PSDB, auquel nous nous opposions, nous reconnaissions, n'est-ce pas, les mérites. Tu vois, tu prends le Poupa Tempo, c'était quelque chose qui était valorisé comme une innovation institutionnelle. Tu prends le CE, géré par Marta, n'est-ce pas? J'ai fait partie de l'équipe qui a structuré le programme des CE à São Paulo. Le Bilhete Único a aussi été créé sous Marta. Beaucoup de choses ont été faites, n'est-ce pas? Oui, qui était innovante? Aujourd'hui, tu demandes, quelle est la vitrine de São Paulo? En quoi innovons-nous? N'est-ce pas? Alors tu vois le Ceará, le Piauí, tu vois le Pernambouc, tu vois Santa Catarina qui est un État gouverné par la droite, mais tu vois de l'innovation. Et ici, non, ici les innovations jouent contre l'État, n'est-ce pas? Ce sont des choses où tu te dis, mince, on prend le mauvais chemin. Donc il est très évident que nous perdons de l'élan ici à São Paulo, très clairement. Quand São Paulo perd de l'élan, cela freine aussi la progression du Brésil. Logique? Parce que 30% du PIB national se trouve à São Paulo. Nous avons 22 de la population, à peu près, peut-être. 23% de la population brésilienne et 30% du PIB, 31% du PIB. Donc c'est presque un tiers du PIB brésilien qui est ici. Ça a déjà été plus, ça a déjà été 50%, ça a déjà été 40%. Aujourd'hui, c'est 33% car les autres régions progressent aussi. Mais nous perdons de l'élan, notamment dans l'éducation. Nous perdons. Quelle est la priorité pour São Paulo? L'éducation? La sécurité, n'est-ce pas? La sécurité. On ne peut plus ignorer la sécurité. Je l'ai dit et je le répète. Je serai le gouverneur de la sécurité publique. Mais oui, mais les gens, en général, considèrent la sécurité comme de la répression. À une police violente, une police avec un taux de létalité élevé qui tue, n'est-ce pas? Mais quel est le résultat que tu as perdu? Aujourd'hui, ils parlent comme Bukele d'El Salvador. Nous devons créer d'immenses prisons. Nous battons des records de létalité, des records de suicide de policiers, n'est-ce pas? Records de mort de policiers. Et où sont les résultats? Impossible de sortir avec votre téléphone. On a dû créer un programme fédéral pour rendre les téléphones volés, car le gouverneur n'en était pas capable. Que propose l'éducation en matière de sécurité? Notre proposition se divise en plusieurs niveaux, d'accord? Et les trois doivent fonctionner. Car si l'une ne marche pas, tout l'ensemble ne fonctionnera pas. Ils n'en ont même pas conscience. La première couche, c'est ce qu'on appelle le niveau supérieur, le sommet du crime organisé, qui implique aujourd'hui beaucoup de corruption, énormément de corruption. Une grande partie de la corruption est associée au crime organisé. Donc ces choses vont de pair au Brésil. Quel est l'exemple? Opération carbone caché menée par l'administration fiscale fédérale et le ministère public de l'État de São Paulo, d'accord? Nous avons uni nos forces et nous avons réussi à démanteler des fonds qui répondaient au nom de REAG, où est rattachée la REFIT, plusieurs schémas, des opérations de blanchiment d'argent, et nous avons démantelé cette opération en bloquant des milliards et des milliards de ressources du crime organisé. Et il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Beaucoup reste à faire, mais c'est en cours. La police lance chaque semaine une nouvelle opération. Par exemple, les informations commencent à couvrir. Comment fonctionne la lutte contre les hauts placés? Avec de la coordination. Je veux présider un cabinet permanent. Qui en fera partie? Il n'y aura pas seulement la police civile et la police militaire, qui sont sous le commandement du gouverneur. Il y aura l'administration fiscale fédérale, le COAF, la police fédérale et les ministères publics de l'État et fédéral seront représentés à cette table, travaillant de manière coopérative sous la coordination du gouverneur. Ceux qui ne voudront pas participer, la police civile et la police militaire seront là, mais j'inviterai des représentants de ces autres organismes de l'État à s'asseoir à la table et à structurer la lutte contre le crime organisé selon le modèle de Carbono Occulto. Ceci est une couche. Ceci est la première couche. La deuxième couche, c'est la récupération de l'espace public. Vous devez être en sécurité dans les rues. J'ai été responsable du lancement du programme de remplacement de toutes les lampes de São Paulo par des LED. Donc, cela commence par un bon éclairage de qualité.
J'ai fait toute la périphérie, puis les administrations suivantes ont fini le travail. J'ai aussi installé des lampes LED dans tous les quartiers périphériques de São Paulo. Mais il faut reprendre le territoire. Et pour cela, il faut avoir une politique qui implique la technologie, le renseignement et le patrouillage. Aujourd'hui, nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence artificielle jusqu'à prendre la personne en flagrant délit. Ce que vous avez, avec des technologies aussi accessibles, lorsqu'une plaque de voiture, terminée, vous avez la plaque, le radar de mon époque. De maire, il l'a immédiatement remarqué. Lors de mon mandat de maire, j'ai conclu un accord avec Alckmin pour que le radar municipal serve à localiser les plaques de voitures volées. N'est-ce pas? Et ça fonctionne? Encore faut-il que la voiture soit volée pour que tu la retrouves. Tu ne peux pas l'arrêter en flagrant délit, car le temps que la plaque soit enregistrée et détectée par le radar, il a déjà démonté la voiture. Le gars a déjà démonté la voiture? Non. Il l'a démontée dans une casse quelque part. Le vol de maison ou de téléphone portable continue. Désormais, c'est le gouvernement fédéral qui agit, car le gouvernement de l'État n'a rien fait à São Paulo. Le gouvernement a lancé une plateforme où vous, avec l'email du téléphone portable, vous enregistrez mon téléphone. S'il est volé, La personne qui va acheter le téléphone volé saura que le téléphone est volé. Il lui suffit de consulter la plateforme. Donc, c'est une initiative que le gouvernement de l'État aurait dû prendre, comme l'a fait le gouvernement du Piauí. Il l'a déjà fait, et là-bas, ça a marché, n'est-ce pas? et là-bas, ça a marché. Nous avons nationalisé le gouvernement ici. Même Tarcísio a présenté ses excuses. Comment peut-on présenter des excuses lors de la 4e année de mandat? Bon, d'accord, très bien. On pardonne même. Mais on va changer de gouvernement, n'est-ce pas? On pardonne et on dit, d'accord, on va changer de gouvernement. Nous te condamnons à vie, sans avoir à t'élire, tu comprends? Voilà la deuxième couche. Tu dois utiliser la technologie disponible, parce que tu n'auras pas de patrouille pour chaque citoyen, tu n'auras pas de policier pour chaque personne, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir comment patrouiller et comment prendre quelqu'un en flagrant délit. Parce que là, oui, tu règles vraiment le problème. Évidemment, cela implique aussi de s'attaquer à la criminalité en haut lieu. Pour lutter contre le recel, pour lutter contre l'exportation de téléphones portables volés vers d'autres pays, donc la douane doit fonctionner, le fisc doit fonctionner, tout doit fonctionner de manière intégrée. Sinon, on n'attrape pas la filière criminelle, on ne la démantèle pas. Donc l'espace public. Et le troisième, auquel peu de gens accordent, Cela concerne la majorité de la population. non, le troisième concerne la plus petite partie, mais celui qui touche la majorité, c'est l'espace public, le crime dans l'espace public. Mais je suis très préoccupé par le crime dans l'espace privé, qui est de plus en plus fréquent. Féminicide, viol sur mineurs, abus envers les personnes âgées, mauvais traitement envers les personnes en situation de handicap. Cela se passe dans l'espace privé, pas dans la rue. Non, quelqu'un y va, frappe la personne et l'enferme. N'est-ce pas? À la maison, cette personne, n'est-ce pas, qui est physiquement moins, n'est-ce pas, avantagée qu'un homme, elle peut subir des violences, n'est-ce pas? Et ce crime bat des records à São Paulo. Ça bat des records à São Paulo, surtout le féminicide. Et mon Bill Tarcísio n'a absolument rien fait. Cette année, il a lancé une application complètement inefficace pour lutter contre ce type de crime. Donc, l'espace privé, les programmes pour ce type de crime. L'espace public a jailli pour l'intelligence et la planification pour ce type de crime. Et l'étage supérieur, sinon, rien de tout cela ne fonctionnera. Ce sont ces 3 couches intégrées qui figureront dans mon programme de gouvernement et que je vais présider. Je veux répéter cela. Si je suis élu gouverneur, je vais présider ce cabinet. Je veux que le gouverneur de l'État réponde aux principales préoccupations des habitants de São Paulo. C'est l'insécurité publique. Nous vivons actuellement dans l'insécurité. Et les forces de police? Eh bien, encore une fois, n'est-ce pas? Tarcísio n'a rien tenu de ce qu'il avait promis en 2022. Tout cela concerne les dépenses publiques. Le processus à São Paulo est maintenant marqué par une police qui tue. Ce n'était pas autant avant, n'est-ce pas? Qui tue beaucoup plus. Le secrétaire à la sécurité, désormais candidat au Sénat, Derrit, n'est-ce pas? Derrit disait que personne ne peut occuper un poste élevé dans la police s'il n'a pas tué au moins 3 personnes. Ou, oui, Mais
dans ce qu'il ne voulait pas, n'est-ce pas? Tu vois une personne qui n'avait pas de leadership, qui n'était pas un leader, une leader dans la police, qui devient secrétaire et fait cette mascarade. Et plusieurs commandants ont été évincés, n'est-ce pas? Ils ont été écartés au début. Non, ce n'est pas ça, c'est pire que ça. Plusieurs amis du roi ont été promus, sans la moindre, mais c'est comme si le secrétaire avait nommé ses propres amis de promotion à des postes de commandement, en écartant des gens compétents. Cela a causé des problèmes dans la corporation. Il y a des gens qui disent « Il faudra 3 ou 4 ans pour réparer ce que Derrit a fait à la police militaire ». Est-ce une sorte de vengeance entre ses supérieurs? C'est stupide. Parce que si les critères de promotion méritocratique devaient être révisés, ils n'auraient pas dû être remplacés par le copinage, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Mon copain, je vais mettre mon copain parce que c'est mon copain. La police, surtout la police militaire, c'est le secteur le plus complexe à organiser pour le gouverneur de Sao Paulo. Mec, Écoute, je vais dire quelque chose ici. La police militaire c'est une corporation très importante dans l'État de São Paulo. C'est une corporation. Ainsi, un pourcentage très élevé de ces professionnels, très élevé, ce sont des gens sérieux, qui veulent faire le bien, qui veulent bien travailler, donc il faut travailler la chaîne de commandement. Ces gars-là vont répondre, ils vont réagir aux bons signaux. Ils sont disponibles pour le pouvoir public. Ils sont disponibles pour la population. Mais si tu commences à donner de mauvais ordres, ça ne sert à rien. C'est une corporation militaire, tu sais. Ce sont des personnes formées pour respecter une chaîne de commandement. Si cette chaîne de commandement a à son sommet une personne déséquilibrée psychologiquement, cela aura des conséquences. Cela aura des conséquences. Il n'y a aucun doute là-dessus, y compris sur la santé du militaire lui-même. Ne pensez pas que les policiers militaires ne souffrent pas, parce que, surtout du point de vue psychologique, la souffrance est évidente au vu du nombre de suicides. Une santé mentale, toute une série de choses, ce corps a une grande valeur. Et je suis sûr que si nous présentons un programme de gouvernement, un plan de sécurité publique, si nous débattons avec les commandants, nous allons rallier ces gens à quelque chose de sérieux. Une bonne chose, une chose sérieuse. Je suis convaincu que notre programme gouvernemental est sur la bonne voie et qu'un plan de sécurité publique complet sera présenté pour la première fois, contrairement aux simples points habituels. Je vais acheter des gilets pare-balles et des véhicules de patrouille. Ce sont juste des éléments, comme une liste de courses, pas un plan. Cela doit aussi être coordonné avec le gouvernement fédéral, n'est-ce pas? C'est un autre problème de Tarcísio. Tarcísio a saboté la coopération fédérative en envoyant Derrit pour tuer la loi contre les organisations criminelles. Contre les organisations criminelles. Rappelons que la loi anti-faction a fait disparaître la criminalité en col blanc. Vous voyez l'immaturité? La criminalité en col blanc qui bien souvent finance l'armement. Celui qui est dans la favela, non, lui, il a disparu. Il a disparu. Donc le duster là-bas, Daniel Vorcaro, n'est-ce pas? Il a disparu de cette affaire. Le gars de Refit qui vendait du carburant aux stations-service du PCC a disparu. Les crimes en col blanc associés aux crimes organisés. Il faisait partie du sommet criminel et il a disparu. Il s'est volatilisé. Pourquoi? Parce que ces personnes au sommet ne sont pas violentes. Elles vivent à Miami, possèdent une Lamborghini, vont dans les meilleurs restaurants. Quand on les arrête, on trouve plusieurs voitures valant plus d'1 million. Incroyable, dès qu'on les attrape, on voit surgir de nombreuses voitures valant plus d'1 million de réais. Ces personnes ne sont pas violentes. Pourquoi la loi contre les factions criminelles les concernerait-elle? C'est ça la mentalité du gars. Alors qu'en réalité, ce groupe d'en haut est le plus violent, parce que c'est lui qui fournit les armes, qui trafique l'essence, qui fait de la contrebande de carburant. Au point que ces gens-là ont des professionnels de la sécurité à leur service, qu'on appelle des sicaires. Pourquoi cela a-t-il disparu? Le gars qui est mort dans la police dans ce groupe-là. Qui était lié à... Mais tu sais pourquoi ils ont retiré les crimes en col blanc de la loi contre les factions criminelles? Ils sont connus de certains députés et sénateurs, donc ils l'ont enlevé. Le pouvoir intervient. Enlève ça, protège ce gars, ça ne va pas. Ça va retomber ici, tu vois? Alors la criminalité en col blanc disparaît toujours. Les gens d'en haut disparaissent toujours. Tu entres dans la favela, tu tues 150 personnes, tout le monde applaudit, alors ta popularité augmente et le groupe qui fournit les armes, la drogue, il est là à Brasilia, il est là, il vit la belle vie. Tu comprends? Il vit la belle vie. Et puis la loi anti-gang ne touche plus ce groupe-là. Ton travail a toujours été très lié à la question de l'éducation et du développement durable, mais il n'a jamais été directement lié à la sécurité publique.
Élu gouverneur de São Paulo, il relève ce défi pour la première fois. C'est la première fois que quelqu'un relève ce défi, car je n'ai jamais vu personne vouloir être gouverneur de la sécurité publique. Je ne connais personne qui... Tous les gouverneurs veulent leur propre sécurité publique, mais c'est privé si vous ne savez pas la coordonner. Sans coordination avec le gouvernement fédéral, ni les autres États. C'est ça la sécurité publique, et je suis prêt à relever ce défi. Je suis prêt à relever ce défi parce que j'ai une vie dédiée à l'éducation. Vous pouvez être sûr que l'éducation à São Paulo va changer. Ma femme a 10 ans de sa vie consacrée au SUS et elle est professeure titulaire à l'USP. À la faculté d'odontologie. Elle va m'aider dans le domaine de la santé. La santé et l'éducation sont les plus importantes dans nos vies. C'est déjà le grand défi, la sécurité publique. Ma vie et celle d'Anna Estela sont consacrées à l'éducation et à la santé. Je veux être gouverneur de la sécurité publique. Il manque cela au CV de quelqu'un et je vais l'ajouter au mien. Parce que je le veux. Est-ce possible avec ça? Pour un citoyen ordinaire, Paulo, est-ce compréhensible? Je ne crois pas que ce que j'ai dit ici, non, oui, car un plan a l'avantage d'être clair, dire « je vais acheter un véhicule » est compris. Mais si on dit « et si j'en achète 1000, 2000, 10 000 », c'est toujours un véhicule. Bien sûr, il faut des véhicules et du bon équipement, mais ce n'est pas un plan de sécurité, c'est ce que je dis. Ce n'est pas un plan de sécurité. Je veux présenter à São Paulo un plan de sécurité, avec une reddition de comptes, avec des objectifs, en assumant la responsabilité, reconnaissant l'erreur, corrigeant la trajectoire, sollicitant l'aide de la population, du monde académique, des spécialistes et invitant les leaders communautaires à écouter. Et corriger au fur et à mesure, mais en faire une raison d'agir. Mais tu es en train de t'articuler avec le gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Parce que ça, c'était une autre erreur de Tarcísio. Quand le président Lula, le premier président de la République, décide de changer la Constitution fédérale en ce qui concerne la sécurité publique, pourquoi? La Constitution fédérale n'a pas de chapitre sur la sécurité publique. L'article 144 est le seul de la Constitution à aborder la sécurité publique. Le président a dit, comme ça ne va pas. Nous allons créer un chapitre dans la Constitution sur la responsabilité, sur la coopération, sur l'intégration des forces, etc., etc. Non. C'est notre prérogative. Si vous ne vous en chargez pas, je veux aider. Si vous refusez, que fait-on? Et alors, ils ont saboté la PEC de la sécurité publique, ils l'ont déformée, ils ont défiguré la PEC, la loi antifascisme, en retirant toute la partie antifaction, en retirant toute la partie, pas la partie de coopération, et en retirant les crimes en col blanc. Oui, c'est-à-dire, tu dis que le gars qui est à Miami est un gars violent. Il dit non, mais il est à la tête d'une organisation violente. Donc il doit répondre, il n'a pas d'armes à la main parce qu'il n'en a pas besoin, il est dans un endroit sûr, plein d'argent, il n'a pas besoin d'être armé. Maintenant, il dirige une organisation, il est au sommet d'une organisation qui, à la base... Ça chauffe. Je remarque ici que ce n'est pas un investissement d'argent très important, c'est réorganiser le système, n'est-ce pas? Acheter beaucoup de véhicules, il achète des armes, des choses comme ça. Si je devais résumer en une phrase, je dirais ceci. La coopération ne peut pas être l'exception, comme cela a été le cas. Elle doit être la règle. La REAG a été démantelée parce qu'il y a eu de la coopération, mais elle a été épisodique. Elle doit être la règle. Ça doit être systématique, donc. Si ce n'est pas le cas, si ce cabinet n'est pas présidé par le gouverneur, vous devez vérifier dans l'agenda du gouverneur que chaque semaine, il a consacré au moins 4 heures par semaine au cabinet permanent de la sécurité publique. Avec tout le monde autour de la table, si cela n'arrive pas, et cela n'est jamais arrivé, oublie ça. Tu ne vas pas corriger. Avec la volonté de discuter avec le président de la République, avec la volonté de discuter avec les maires, avec la volonté de discuter avec le représentant de chacun de ces organismes que j'ai mentionnés. Si tu ne fais pas ça, oublie, ça n'arrivera pas. Oui, c'est sans doute le plus grand défi du Brésil aujourd'hui, non? Je pense aussi. Ce qui finit par être souligné dans un pays qui possède des organisations... Nous perdons de vue l'objectif. Des criminels liés au terrorisme international par opportunisme, non? Des États-Unis, non? Le moins important, c'est le nom que tu lui donneras. Ce qui importe le plus, c'est ce que tu vas faire en réponse, comment tu vas résoudre ça. C'est de la mafia, du terrorisme, une faction, appelle ça comme tu veux. Comment vas-tu résoudre ça? Flavio Bolsonaro ne supporte pas ça, non. Il ne s'est jamais penché là-dessus. Il ne s'est jamais intéressé à rien, non. Il n'a aucun projet approuvé. Je dis ces choses et après les gens sont un peu indignés. Mais quelle est la pertinence de ces mandats? À part la gestion des fonds du cabinet, qu'il a apparemment faite avec beaucoup de compétences, mais à part ça, qu'a-t-il fait? Même quand son père était président, il n'a rien fait du tout.
Et comment ce groupe-là peut-il avoir un quelconque désir de « c'est absurde, ça ne marche pas ». Eh bien, c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant, n'est-ce pas? Au fil de cette campagne, quelles propositions vont émerger et aussi celles qui viendront de l'autre côté. Ce qui est sûr, c'est que dans l'état actuel des choses, la population n'en veut pas. C'est ça, la sécurité publique sera une priorité, et ce n'est pas une priorité seulement pour la campagne. Les gens vont ainsi suivre l'agenda du gouverneur, les résultats et ce que nous allons concrètement apporter, quelles décisions sont prises. Tout le cabinet sera en lien permanent et fera des comptes rendus périodiques. Tous les 3 mois, périodiquement, nous remettrons un rapport. Nous avons progressé ici, nous avons régressé là. Que devons-nous faire? Comment pouvez-vous aider? C'est ainsi que nous allons procéder. On commence à voir le débat et la réaction de la population à cette idée, n'est-ce pas? C'est ça. Merci beaucoup d'être venu ici. Ricardo Mello, merci à toi.